Nous restons en Angleterre 5 jours après le couronnement de Charles III avec une expression qui fait écho au pays du nouveau souverain et qui ravive des souvenirs douloureux en France. C'est un coup de Trafalgar. C'est un geste qui, je l'espère, ne se produira pas entre nous d'ailleurs. Eh bien, espérons-le, à moins que ce cher Romain décide de créer et présenter sa propre émission juste après la fin des Têtes d'Ampoule, et si c'est le cas, le bougre. Alors vous l'avez compris, un coup de Trafalgar désigne un très mauvais coup, un événement aux conséquences désastreuses. Son origine remonte à l'époque napoléonienne, je vous fais voyager, lorsque l'empereur, en 1805, accompagné de la flotte espagnole, espère conquérir l'Angleterre. La bataille a lieu au cap de Trafalgar, près de Gibraltar au sud de l'Espagne, d'où le nom, et c'est la coalition franco-espagnole qui affronte le vice-amiral Nelson, et c'est une déroute, une gifle pour cette dernière, pourtant en supériorité numérique. Elle perd plus d'une trentaine de vaisseaux et plus de 4000 hommes, 10 ans avant une autre défaite restée célèbre, Waterloo. Il n'en fallait pas plus pour que l'événement historique ne devienne synonyme de fiasco côté français et une fête nationale outre-Manche. Alors les plus baroudeurs d'entre vous penseront directement à Trafalgar Square, vous avez raison, célèbre place londonienne qui commémore ce moment historique avec en son centre la colonne dédiée à l'amiral Nelson. Ce serait la branlée espagnole. Ouais, tout à fait, c'est ça. Peut-être qu'il l'appelle ainsi en Espagne. On ne sait pas. Hein. Alors, ouais, parler de branler avec la colonne, c'est fait des... C'est ça. Bon, visiblement, si je fais un spectacle humoristique, ça ne devrait pas se bousculer au portillon pour venir me voir. D'ailleurs, tiens, voilà notre deuxième expression, cher Julien, se bousculer au portillon. Y a-t-il toujours des gens pour attendre devant la maison ou la salle de spectacle, dans mon cas? Eh bien, écoute, Romain, toujours lui, pourrait dire la même chose chaque lundi au moment de lancer l'appel à la participation pour l'émission. Il l'a d'ailleurs utilisé avant de sombrer dans la dépression à cause du faible engouement. Alors, se bousculer au portillon fait référence à une forte affluence. Le portillon en question n'est autre que celui d'un transport commun que vous utilisez presque quotidiennement, le métro parisien. Jusqu'en 1973, les poinçonneurs, que nous n'avons pas connus, attendaient devant un portillon donnant accès au train. Et les couloirs étaient étroits, et lorsque le dit portillon était fermé, une queue gigantesque pouvait se former pour remonter parfois jusqu'à la rue, le temps que l'agent poinçonne votre ticket. Alors, durant les heures de pointe, là, c'est complètement ça, on peut le dire. Et durant les heures de pointe, les bousculades pouvaient avoir lieu devant ce portillon car les usagers ne voulaient pas rater leur train et se pressaient donc sur le quai une fois ouvert. Aujourd'hui, si les poinçonneurs et les portillons ont disparu, les bousculades sont toujours d'actualité et l'expression s'est échappée des souterrains de la capitale pour désigner tout type d'affluence dans les scènes de la vie quotidienne. On parle par exemple d'un grand nombre de candidats à une élection ou un flot important de véhicules sur une route, par exemple. L'expression a aussi été élargie pour désigner également une envie urgente de vomir. Vous n'avez pas besoin d'un dessin pour comprendre dans ces cas-là où se trouve l'affluence. Oh, bon allez Julien, dernière expression. Ce soir tu vas encore nous faire remonter le temps puisqu'on se retrouve ici chaque jeudi pour passer un bon moment. Hein. J'espère que c'est toujours le cas en la compagnie des Têtes d'Ampoule avec de la culture, du rire, des jeux et beaucoup de blagues pas drôles comme celle que j'ai fait tout à l'heure. Mais je suis en droit de vous dire, mais que demande le peuple? Bon, dis-nous tout Julien, qui sont ces pecnos qui se plaignent encore? Car oui, moi je suis un bon droitard et j'en ai marre des doléances du bas peuple. Ah voilà, tu t'attendais pas à celle-là. Hein. Non. Alors on le sait tous, si tu avais été roi de France, tu aurais sans doute porté le nom de Boulard Ier. Oh, désolé. Tout de suite des insinuations. Oui. Oh, que demande tout le peuple, des insinuations. Droitard, que demande le peuple, que demande le peuple, dirait Mélenchon. Eh bien, ça désigne une situation positive dans laquelle on ne peut pas demander davantage. Elle serait née au Moyen-Âge et plus précisément sous Saint-Louis, qui en 1247 envoyait des enquêteurs dans le royaume pour savoir précisément ce que souhaitait le peuple. C'était un peu les témoins de Jéhovah de l'époque, vous voyez. Oui. Mais c'est le mot peuple sur lequel il faut s'attarder, qui se cache réellement derrière. Lorsque l'on coupe la tête du roi à la fin du XVIIIe siècle, les cahiers de doléances, très populaires 200 ans plus tôt, n'existent plus. Et si peuple vient du latin populus, je vous ramène à vos vieux cours de collège, pour désigner l'ensemble des habitants d'un État, le mot a longtemps exclu plusieurs catégories. Par exemple, à l'époque impériale, il fait plutôt référence à la plèbe, donc aux classes inférieures, et durant les années pré-révolution, à la population défavorisée. Moralité, l'expression divise, mais elle est surtout une invention du XXe siècle, symbolisant une moquerie du peuple sur ses propres lamentations. Florent, j'ai plutôt envie de dire, passez tous tes jeudis soirs avec nous depuis 3 ans maintenant, que demande le peuple? Bah voyons. Voilà, je laisserai Eric parler à ma place. C'est ton mot de la fin, c'est ça? Ouais, c'est Eric qui parle à ma place. Et j'ai même pas mis l'expression sur le tableau. Voilà. Mais oui, j'allais le dire, mais... Merci.
Ah, très bien. Ben, merci Julien pour cette chronique Je t'en prie. des plus enrichissantes et ces relances des plus magnifiques que tu m'as écrites. Ah, tu le sais, c'est spécialement fait pour toi. Exactement.